je vais vous présenter très rapidement le contexte d'enseignement en milieu pénitentiaire. Je vais faire extrêmement rapide, de manière ensuite à arriver à la situation de nos étudiants empêchés. En fait, nous sommes régis par un ensemble évidemment réglementaire qui pose le cadre de l'enseignement en milieu pénitentiaire. Je passe par ce détour pour vous expliquer où se trouvent dans ce contexte-là les étudiants empêchés, la catégorie des étudiants empêchés. Donc, ensemble de textes, je vais les afficher tous les trois, vous verrez, il y en a d'autres, mais voilà. Le premier, c'est la loi du 29 juillet 1998 relative aux exclusions. C'est une loi qui est une loi interministérielle très large et qui impose à tout service public, à tout service de l'État, d'inscrire dans ses priorités la prise en charge des publics les plus en difficulté et en particulier pour ce qui nous concerne, la prise en charge des publics illettrés. Voilà. Cette obligation qui est faite par la loi de 1998 est inscrite dans les textes de l'administration, alors je vais parler là de l'administration pénitentiaire, puisque cette obligation est reprise dans la loi pénitentiaire, inscrite dans le Code de procédure pénale. Et donc, dans le Code de procédure pénale, je vais reprendre la manière dont c'est libellé, ce sera le plus simple. L'enseignement primaire est assuré dans les établissements. Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire, calculer couramment doivent bénéficier de cet enseignement. Les autres peuvent y être admis sur demande. Donc vous voyez bien qu'il y a une dimension d'obligation et puis qu'il y a une dimension effectivement qui est une dimension plus facultative qui est étudiée en fonction des besoins, des demandes, des possibilités. Et puis le troisième texte, c'est un texte récent mais qui a été ratifié par le Conseil des ministres en 2006. Ce sont les règles pénitentiaires européennes qui effectivement donc créent des obligations. Toute prison doit s'efforcer de donner accès à un programme d'enseignement. Priorité doit être donnée aux détenus qui ne sauraient pas lire. Donc ça pose effectivement un cadre qui est le cadre d'organisation de l'enseignement en milieu pénitentiaire. Voilà, alors ce cadre, en fait, est repris dans la convention qui lie le ministère de la Justice au ministère de l'Éducation nationale. C'est dans le cadre de cette convention que les unités pédagogiques régionales fonctionnent. C'est dans le cadre de cette convention que mon poste entre les deux ministères existe, c'est-à-dire que c'est vraiment l'outil de structuration de l'enseignement en milieu pénitentiaire. La dernière convention a été signée en 2011, ce sont des conventions qui sont régulièrement renouvelées, comme toute convention, comme souvent dans les conventions interministérielles, elle fixe des répartitions de charges, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu, et puis elle fixe des priorités. Et vous avez ici nos publics prioritaires à l'heure actuelle. Nos publics prioritaires, c'est évidemment le public mineur, puisque on est sous obligation scolaire ou pas loin de l'obligation scolaire. En ce qui concerne les mineurs, on les a pratiquement tous en cours, tout simplement. Voilà, parce que d'abord c'est une volonté partagée, et puis aussi parce qu'il faut le reconnaître, en dehors de l'école, il y a peu d'activités du sport, il y a peu d'activités proposées en détention pour les mineurs. Il n'y a pas, comme pour les adultes, la formation professionnelle, le travail. Donc les mineurs, on les scolarise à peu près tous. On les rescolarise à peu près tous, puisque la plupart sont décrocheurs. Deuxième grand objectif, la lutte contre l'illettrisme. Ça fait référence à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je passe sur l'articulation avec le pré-repérage de l'illettrisme. Enfin, c'est un dispositif qui est coordonné entre administration pénitentiaire et service de l'éducation nationale. Les groupes de français langue étrangère, puisque évidemment, on est bien conscient qu'être non francophone en détention, c'est invivable. Puisque beaucoup de choses passent par l'écrit, puisque un détenu non francophone qui doit passer par son co-détenu pour faire une demande, obtenir quelque chose, est placé en situation de dépendance, de subordination. Donc il est important effectivement qu'on outille rapidement ces personnes, et puis c'est important aussi effectivement en termes de projet de sortie et de réinsertion. Voire même dans le cadre d'un retour au pays, parce que c'est une compétence qui peut être valorisée s'ils retournent dans leur pays. Et puis, le dernier objectif, ce sont les remises à niveau, les préparations aux premières certifications, ce qui, pour l'éducation nationale, correspond au certificat de formation générale, on est très loin de l'enseignement supérieur. Voilà, donc c'est l'accès au tout premier diplôme reconnu par l'éducation nationale. Donc, vous avez ici le cadre, notre cadre de priorité. Je disais, ce sont nos priorités actuelles
Il n'est pas impossible que dans le cadre de renouvellement de la Convention, on nous demande de travailler sur d'autres priorités. On pense en particulier à un public actuel qui est le public des jeunes majeurs, qui sont nombreux en détention, qui sont un public compliqué en termes de réinsertion, en termes de prévention de la récidive. Enfin, pour le moment, ça fait partie des axes de réflexion. En tout cas, ce n'est pas acté en tant que tel dans la Convention. Alors, j'insiste sur la Convention parce qu'en fait, c'est elle qui donne les moyens. Et ça veut dire qu'en fait, les moyens avec lesquels on va fonctionner sont des moyens qui sont négociés pour l'enseignement avec les recteurs pour servir de manière prioritaire les objectifs de la Convention. Cette Convention fixe aussi les moyens qui sont donnés par l'administration pénitentiaire pour assurer le fonctionnement des services d'enseignement. On est un petit peu dans le cadre dans un dispositif qui rappelle le partage qu'il y a entre collectivités territoriales et établissements scolaires pour le second degré. C'est-à-dire, en fait, l'ADAP fait ce que fait le conseil régional pour un lycée, c'est-à-dire qu'elle fournit les locaux, ça c'est évident, les plateaux techniques, le cas échéant, les salles de classe, le matériel scolaire, etc. Voilà. Et elle budgète, elle aide à budgéter, on va dire, un autre volet qui est le volet enseignement à distance. C'est-à-dire qu'il y a des modes de calcul qui sont différents, qui sont prévus dans la Convention, et donc il y a un mode de calcul qui permet de dire voilà ce qui devrait être affecté. On ne va pas parler des problèmes de gel budgétaire, mais enfin voilà ce qui devrait être affecté à l'enseignement donc en situation, et puis voilà, avec un autre mode de calcul, ce qui doit être affecté à l'enseignement à distance. Voilà. Donc, c'est notre cadre d'exercice. J'ai simplement indiqué ça pour que vous arriviez à voir où sont les étudiants empêchés, de manière assez marginale. Donc, vous voyez ici, dans la colonne orangée, ce que représentent les publics prioritaires, c'est-à-dire les mineurs, ce que j'indiquais, les mineurs de 16-17 ans, évidemment. On parle, enfin, plus jeunes mineurs, mais on en a heureusement très peu. Les jeunes adultes qui étaient scolarisés au moment de leur entrée en détention, puisque là on est dans une continuité scolaire, c'est donc une obligation impérative, dès lors que le cursus scolaire n'est pas interrompu, que de le continuer, quel que soit le niveau de formation initial. Les adultes illettrés, donc je passe sur les familles de lecteurs, mais quand on dit nous adultes illettrés, c'est de l'illettrisme grave, enfin vraiment grave. C'est pas simplement quelqu'un qui est, ce sont des personnes qui ont même du mal à lire un mot isolé, un mot simple isolé. Les adultes non francophones. Donc là, vous retrouvez les priorités telles que je vous les indiquais tout à l'heure. Pour tous ces publics-là, vous avez donc dans la ligne du dessous l'obligation du service d'enseignement. Vis-à-vis de ces publics-là, nous sommes en situation d'avoir une obligation d'entretien, une obligation de bilan pédagogique, une obligation d'offre scolaire et de relance. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement faire une offre et puis attendre que la personne réponde, c'est relancer de manière à ce que les personnes ne puissent ne pas s'enfermer dans un premier refus. Je disais que globalement, finalement, on se rend compte que ça fonctionne bien, enfin que sur ces publics-là, en fait, ça fonctionne bien, puisque je vous le disais, les mineurs, on les scolarise à peu près à 97-98%. Et que, par exemple, les publics illettrés, alors j'ai les résultats sur une UPR, mais je pense qu'on est un peu, enfin bon, il faudrait une UPR a fait l'étude, et en fait, avec 98% de taux de réponse de personnes illettrées au terme du bilan lecture. C'est-à-dire 88% des personnes illettrées, identifiées comme public prioritaire, acceptent de se reconnaître comme illettrés, ce qui est déjà quelque chose, et acceptent de revenir vers un service d'enseignement pour travailler l'apprentissage de la lecture. Voilà. Et donc, vous avez dans la colonne verte tous les autres publics, les adultes demandeurs de scolarisation, les jeunes adultes qui n'étaient pas scolarisés au moment de leur incarcération, donc qui seraient en fait dans une situation qu'on appelle de récurrence par rapport à la scolarité, les adultes en difficulté de lecture mais pas illettrés, les adultes qui n'ont aucune qualification. Donc ce sont des publics moins prioritaires, mais évidemment auxquels on va essayer de répondre. Et donc pour toutes ces personnes, et donc vous voyez, nos étudiants empêchés seraient dans la catégorie adultes demandeurs d'une scolarisation dont les modalités sont à déterminer. Voilà, et vous voyez que pour ces personnes, effectivement, il y a proposition d'entretien, et puis il y a en fonction, et c'est là qu'évidemment on voit bien la différence avec la colonne précédente, qu'il y a en fonction des possibilités une proposition d'offre de formation adaptée
Et donc, mais vous voyez bien que sur ces publics-là, quand on voit l'éventail, hein, depuis l'adulte sans qualification à l'adulte demandeur de formation, quel que soit son niveau, qu'on a à traiter un éventail extrêmement large. Voilà, puisqu'on part de la formation de base, hein, initiale, à la remise, enfin de la remise à niveau, on va dire, à la formation universitaire. Notre offre d'enseignement, elle va apparaître après sous forme de camembert. Donc, vous voyez que sur la dernière année, on a eu une enquête complète. On a 63% des personnes scolarisées, donc sur la base d'une demande d'un volontariat. 63% de ces personnes donc, étaient scolarisées dans le cadre des formations de base, donc sur les publics prioritaires. Alphabétisation, prise en charge de publics illettrés, remise à niveau, préparation du CFG. On est là sur une formation à destination des publics prioritaires. 27% suivaient une préparation donc, au niveau fin de collège, voilà, brevet, et puis voire formation professionnelle. 8,4% étaient en groupe lycée et donc préparaient. Alors, on a mis nous le DAU parce que je sais bien, enfin c'est un diplôme universitaire, mais pour nous, enfin voilà, on est sur le groupe qu'on va appeler niveau sortie de lycée, on va dire. Et puis 1,6% étaient inscrits dans le cadre d'études supérieures. Donc ce sont les personnes, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer qu'une personne détenue qui a finalement le financement puisse se passer du service d'enseignement pour faire des démarches, on peut l'imaginer. Mais voilà, dans les personnes identifiées, demandeuses d'études, connues, prise en charge par les services scolaires en détention, donc 1,6% donc de notre population scolaire était concernée par un cursus d'enseignement supérieur. Voilà comment ça se répartit. Donc vous voyez quand même le très très gros bloc violet voilà, que représente les publics prioritaires. Et le tout petit bloc que représentent les études supérieures. Voilà, alors je vais passer aux étudiants empêchés. Alors, donc là, nous, on est dans le chiffre. Hein. Voilà. Donc, je vous disais, 1,6% des personnes détenues scolarisées étaient concernées. Ça représentait, on va dire, alors c'est pas très exact, mais 350 personnes engagées dans un parcours universitaire, si ce n'est que là, dans le parcours universitaire, on intègre les personnes qui préparent un DAU. Et donc, 181 personnes en cours de préparation du DAU. Ce qu'on constate, et ce qui nous interroge, c'est effectivement actuellement un renversement de tendance, c'est-à-dire que des personnes détenues finalement préfèrent s'engager vers la préparation au DAU plutôt que vers la préparation au baccalauréat, pour des raisons qui sont, qu'on arrive à interpréter, qui sont effectivement le fait que c'est plus spécialisé, que pour un bac il faut un ensemble effectivement beaucoup plus large de disciplines. C'est vrai que ça nous questionne parce qu'en fait, on est bien là dans une logique qui, normalement, dès lors qu'on prépare un DAU, qui devrait les conduire à s'engager dans une poursuite d'études. Enfin, on est vraiment dans deux logiques différentes et on n'est pas certain, ce sera à creuser là, avec les collègues des unités pédagogiques régionales, on n'est pas certain que ce soit toujours ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois, les personnes prennent ça en se disant, voilà, ça va me donner un niveau bac, même si après, je n'en fais rien en termes de poursuite d'études. Donc, c'est une question. Et donc, si on déduit ces personnes inscrites en DAU, on avait 169 étudiants empêchés qui étaient réellement engagés dans un parcours universitaire. Alors, c'est faux ce que je dis, dans un parcours universitaire ou on va dire dans un parcours post-bac, puisqu'on a aussi des personnes qui sont inscrites, par exemple en BTS ou au CNAM. Voilà, alors là, c'est un arc-en-ciel. On a essayé de voir comment se répartissaient les choix. Voilà, les choix. Donc vous voyez, le bloc, on a un bloc, le bloc bleu, ce sont les préparations au DAU A. On a dessous, en je sais pas quoi, ocre, les A ou B, ça veut dire qu'en fait, quand on a fait l'enquête, ça n'a pas été renseigné. Donc on nous a dit DAU, mais on ne nous a pas dit quelle valence. Et puis on doit avoir les B quelque part qui se baladent un petit peu au-dessous. Mais vous voyez que ça représente, si on cumule tout ça, plus les pré-DAU, c'est-à-dire les remises à niveau en vue d'eux,
ça nous fait quand même, effectivement, on retrouve bien finalement la masse très très importante qu'on voyait précédemment. Et puis sinon, vous voyez que les parcours de nos étudiants, ils sont extrêmement voilà, aussi difficiles que l'offre, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a massivement du droit, enfin ce qui domine, hein, c'est le droit, l'histoire, la psycho, je pense que est pas mal représentée, et puis sinon, on a effectivement de manière... alors on est sur des petits nombres, hein, donc parfois c'est 2-3 personnes détenues, un peu de langues étrangères, un peu d'informatique, alors je ne sais pas comment il fait celui-là, je me suis interrogée quand j'ai vu ça, voilà, de la socio, de la biologie, de la compta, etc. Les assistants managers, c'est les BTS, massivement, hein. Donc, je pense qu'on les a tous regroupés d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez effectivement une offre très diffuse. Les divers, en fait, ce sont les personnes, soit pour lesquelles on n'a pas eu de renseignements. Non, c'est les non communiqués. Non, alors voilà, on a les non communiqués, c'est les personnes pour qui on n'a pas eu de renseignements. On nous a dit il est en licence, allez, hop. Et les divers, ce sont les personnes toutes seules. Hein, c'est-à-dire, c'est la personne détenue qui fait du russe, la personne détenue qui fait du basque, la personne détenue qui fait... voilà. Donc... voilà. Mais vous voyez en tout cas un éventail très large. Alors, on en parlait tout à l'heure sur les choix, effectivement, on a des choix qui sont tout de même effectivement massivement tournés vers le tertiaire, vers les sciences humaines. Ça s'explique aussi par les langues, ça s'explique aussi par le fait qu'effectivement, dès lors qu'on est dans des apprentissages qui vont demander des manipulations, des TP, des plateaux techniques, enfin voilà, des laboratoires, etc., il est certain que c'est beaucoup plus difficile à organiser en détention. Voilà, et les niveaux d'études, donc là encore, hein, la représentation très massive des DAU et des pré-DAU, voilà, qui sont en bleu ciel. Et puis sinon, vous voyez comment se répartissent nos étudiants. Donc la capacité en droit qui reste, voilà, qui à peu près 4% hein, des personnes. Les BTS, 6%, pré-DAU, donc 5%. Alors, on a un bloc. Alors, pour les licences, pour le parcours licence, c'est compliqué parce qu'en fait, parfois, les collègues qui ont renseigné les enquêtes nous ont dit c'est L1, L2, L3, et parfois on a simplement licence. Donc, ça explique ce gros bloc vert. On ne sait pas, nous, voilà, sur la collecte d'enquêtes, où les situer. Il faudra qu'on relance l'enquête, mais à un moment où les responsables locaux d'enseignement seront plus détendus par rapport aux enquêtes. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir, c'est intéressant pour nous aussi d'apprécier les continuités de parcours, en fait, hein, les effets de décrochage, les effets de découragement, etc. Voilà, vous voyez qu'on a donc des Master 1, des Master 2, et que tous les ans, on a quelques doctorats. Et puis parfois, on a des personnes qui, je pense à une remise de diplôme pas si ancienne à laquelle j'avais assisté à la maison centrale de l'île de Ré, Saint-Martin-de-Ré, où en fait la personne, donc le recteur remettait un master 2 et demandait quel était le projet d'étude, et le détenu disait je vais m'engager dans un autre master extrêmement pointu, sciences du langage. Voilà. Alors, la répartition par type d'établissement, on en parlait tout à l'heure, hein, en fait, ce qu'on constate, vous savez que enfin, dans la sociologie hein, des prisons, les détenus sont massivement en maison d'arrêt. Là, en l'occurrence, quand on regarde la répartition, on est sur quelque chose qui est un petit peu différent, et je pense que si on faisait les pics enseignement, voilà, remise à niveau, on aurait un pic énorme sur les maisons d'arrêt. Là, clairement, on n'est pas dans cette situation, ce qui s'explique, hein, ce qui se comprend, puisqu'en fait, en maison d'arrêt, on est d'abord sur des rotations qui peuvent être assez rapides, et puis on est parfois sur des parcours qui sont des parcours d'urgence, hein, c'est-à-dire que la rotation, la surpopulation fait qu'on va traiter dans le cadre du turnover des personnes détenues les publics prioritaires en urgence, et puis voilà. Donc on a, cela dit, des personnes qui parfois sont engagées, qui parfois se signalent, qui parfois vont passer de la maison d'arrêt à un centre de détention, puisqu'on a quand même quelques personnes condamnées en maison d'arrêt. Et donc vous avez ici, effectivement, dans la représentation, donc MA, maison d'arrêt. Et puis vous voyez effectivement que... Alors, les centres pénitentiaires, on est plutôt après sur des établissements qui sont des établissements pour peine, un centre de détention, centre de détention, maison centrale. Voilà, où effectivement, on a des personnes qui sont incarcérées pour des longues peines, des peines, enfin oui, longues ou très longues, et qui qui s'engagent, hein, qui s'engagent, qui parfois nous disent qu'elles ont tout appris en prison.
assez déstabilisant quand on entend ça, mais bon, des personnes qui nous disent voilà, qu'elles ont démarré pratiquement au CFG en arrivant. Je l'ai vu récemment à Caen, une personne qui est arrivée, qui a passé son CFG à la maison d'arrêt de Caen, qui est maintenant, c'est quoi à Caen, un centre de détention? Je ne sais plus. Centre pénitentiaire, qui est dans la partie longue peine et qui en fait passe un master 2 de je ne sais plus quoi. Voilà, donc, ouais. C'est aussi, je parlais tout à l'heure de l'utilité de la prison, on n'est même pas là dans une utilité immédiate, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va négocier son diplôme, mais c'est une utilité, je dirais, en termes de survie intellectuelle, enfin, de développement humaniste. Enfin, je crois qu'on n'est clairement là pas dans la rentabilité immédiate d'un diplôme. Voilà, alors, enfin, les services d'enseignement, j'avais regardé cette photo parce que c'est une remise de diplôme, vous savez que, et donc ça permettait d'éviter le floutage des personnes qui brandissent très fièrement leur diplôme. Donc l'appui des services d'enseignement, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc il y a la dimension de conseil, hein, c'est-à-dire d'accueil, voilà, d'étude des possibilités. Il y a l'aide à la formalisation du projet. C'est sans doute quelque chose, je pense que tu diras Alain, c'est quelque chose sur quoi il faut qu'on travaille, hein, c'est-à-dire pas laisser, enfin, c'est l'intérêt de personne de laisser les personnes détenues s'engager dans des projets qui sont voilà, qui vont apparaître irréalistes, qui vont les mettre en difficulté. Donc il faut vraiment les aider, effectivement, le plus possible dans la formalisation, les aider dans les démarches d'inscription. C'est pourquoi nous étions très contents d'être associés à ces échanges autour du guide. Enfin, tout ce qui peut effectivement aider au repérage, raccourcir les délais, identifier des personnes qui vont être les bons contacts, c'est une utilité précieuse pour nous. Et puis les aides matérielles, ça semble tout bête, hein, mais le fait qu'il y ait le centre scolaire, c'est parfois se procurer les stylos, le papier, les supports de cours, et puis parfois, enfin, aide matérielle, mais aussi, quand je disais soutien dans la démarche, parce que voilà, il faut faire avec les périodes où on est un peu en dynamique, et puis les périodes où voilà, où l'énergie s'affaiblit. Et les freins. Alors, pour ce qui nous concerne, j'ai essayé de les identifier, peut-être que les collègues pourront compléter. Le financement, puisque je disais, hein, donc l'enseignement en présentiel pour ce qui concerne les services éducation nationale est pris en charge évidemment par l'éducation nationale. En l'occurrence, le financement, là, il y a un budget qui peut être imputé en particulier sur l'enseignement à distance. Clairement, ce budget, il a été négocié à un moment, en un temps donné. On constate tout de même qu'on a une demande de plus en plus importante d'accès à des enseignements à distance, et que c'est vrai que c'est sur le budget des unités pédagogiques régionales. Donc voilà, on atteint très vite nos limites, et donc le financement par les personnes détenues, évidemment, certaines le peuvent, hein, certaines certaines ont des familles qui les assistent, certaines travaillent et arrivent à avoir suffisamment pour financer leurs démarches, leurs inscriptions, etc. Mais bon, il faut reconnaître que ça peut être un frein, un obstacle. L'accès aux ressources, alors accès aux ressources documentaires, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bibliothèques en prison, mais vous imaginez bien qu'elles ne sont pas très, très spécialisées. Et donc, voilà, c'est pas si simple que ça de se procurer le livre qu'il faut, etc. Il y a des partenariats intéressants qui existent, hein, toujours autour de Saint-Martin-de-Ré. Il y a un partenariat avec la bibliothèque universitaire de La Rochelle. Et en fait, chaque fois, voilà, de manière très très régulière, il y a un point qui est fait par la RLE sur les besoins des personnes détenues. C'est transmis à la bibliothèque de l'université de La Rochelle. Et en fait, il y a un petit caisson qui arrive et qui est laissé en prêt avec une rotation tous les 15 jours. Donc il y a des dispositifs comme ça. Là, c'est facilité par le fait qu'effectivement, il n'y a que le pont à traverser, quoi. Mais voilà, c'est effectivement pas simple. Accès aux ressources, donc je disais documentaires, et accès aux ressources informatiques. Hein, c'est-à-dire qu'il est certain que voilà, un étudiant qui est incarcéré, qui veut faire un master sur l'organisation des réseaux de résistance dans la région de Mozac, et bien, certes, il y aura plein de ressources en ligne, hein, c'est possible, mais ça va être très très compliqué d'y accéder.
La lenteur, c'est quelque chose, effectivement, c'est un paramètre à identifier en tout cas. On parlait des livres, hein, faire entrer un livre en prison, ben voilà, ça demande, je ne dis pas que c'est pas impossible, hein, mais il faut savoir que ça peut être plus lent, que c'est pas simplement commander et puis recevoir. Ça veut dire que ça va passer chez le vaguemestre, que voilà, que ça va être redistribué. Et donc il y a des temps, il y a les temps de la détention qui sont, voilà, qui sont à prendre en compte. Et c'est aussi le cas pour les échanges de copies. Hein, ça passe par des services courriers, ça passe ensuite, ça revient au RLE. Enfin bon, on n'est pas dans un échange rapide. Les conditions spatiales, bah, c'est effectivement les conditions de la détention, hein, c'est-à-dire que voilà, organiser son travail, organiser toutes ces fiches de travail, si on est dans l'enseignement à distance et qu'on a les tirages papier des cours, ben voilà, les ramener en cellule, avoir un co-détenu, comment est-ce qu'on s'organise, quoi. Enfin, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Et puis les conditions temporelles, je l'évoquais là quand j'évoquais le soutien par les équipes enseignantes, c'est le fait que, en fait, il faut aussi faire avec, comment dire, les pics et les creux de mobilisation de la personne, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre effectivement à ce que la personne, à certains moments, parte dans son projet voilà, de manière extrêmement dynamique, motivée, et puis qu'à certains moments, ben, voilà, cette dynamique s'affaisse parce que le temps est long, parce que l'échéance est lointaine, parce que la perspective est très incertaine. Donc, voilà. Imaginez ce que c'est que d'avoir à gérer une peine de 10 ans devant soi, 7 ans devant soi. On se dit on a bien le temps. Voilà, alors les enjeux, puis j'en terminerai moi avec ça. Donc je disais, hein, 1,6% de nos personnes détenues scolarisées sont engagées dans des parcours d'enseignement supérieur. Dans les faits, ce que nous savons, c'est que nous avons 5% des personnes qui entrent en détention, qui déclarent, alors c'est du déclaratif, un niveau équivalent au bac. Donc ça veut dire qu'en fait le vivier pourrait être beaucoup plus important que les personnes qui ensuite vont se tourner vers l'enseignement. Ce que je précisais, c'est que sur ces 5%, il y a peut-être des personnes qui ont des démarches individuelles dont on n'a pas connaissance. Mais bon, voilà. Donc c'est tout de même un paramètre à prendre en compte et c'est effectivement une indication sur, en tout cas une réponse qui serait utile de renforcer et de muscler à destination de ces personnes. Et puis, alors ça c'est tout récent, mais je voulais le mentionner, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, le plan, à la suite des attentats de janvier, donc il y a eu un plan de mobilisation autour des valeurs de la République. Et nous avons eu le bonheur, dans ce contexte qui pourtant ne s'y prêtait pas, mais en tout cas d'avoir la reconnaissance de nos publics à 2 occasions. Donc une mesure qui s'appelle la mesure 9, qui porte plutôt sur les petits niveaux, hein, sur les niveaux les plus, comment dire, les plus fragiles en termes effectivement enfin, les personnes, on va dire, c'est idiot ce que j'ai dit, j'allais dire en termes de radicalisation, mais c'est même pas certain. Donc voilà, enfin, en tout cas sur les personnes les plus fragiles. Et puis il y a une mesure qui est la mesure 11, et donc je l'ai citée telle qu'elle, puisque je trouvais qu'après tout elle était intéressante dans notre contexte. Donc c'est un engagement de la ministre à destination de l'enseignement supérieur qui demande à l'enseignement supérieur de renforcer la responsabilité sociale des établissements d'enseignement supérieur. Et il y a plusieurs propositions, dont le développement de l'accès supérieur, développer l'accès aux études supérieures pour les publics en difficulté et, pour ce qui nous concerne, encourager la poursuite d'études supérieures des jeunes incarcérés par le développement des conventions entre les universités, les directions interrégionales, les services pénitentiaires, les unités pédagogiques. Donc voilà, on est clairement dans notre champ de préoccupation et c'est vrai que je pensais par rapport effectivement à notre projet d'accord cadre qu'on pouvait tout à fait se saisir de cette mesure portée par le ministère de l'Éducation nationale pour se tourner vers nos interlocuteurs dans les 2 ministères et voilà, formaliser effectivement un cadre voilà, interministériel. Excusez-moi, de quand les mesures, le plan de mobilisation pour les valeurs publiques, je ne sais pas, c'était juste après les attentats, c'est fin janvier, je pense que c'est sorti fin janvier. Oui, c'est ça, enfin je dirais oui, c'est ça, c'est sorti très très vite. Hein. C'est sorti très très vite, et c'est vrai que c'est pas, enfin, je disais, nous on a eu, on était, enfin,
on a toujours un problème de reconnaissance de nos publics dans les circulaires de l'éducation nationale. Donc mais il est certain que voilà, l'environnement pénitentiaire ayant été lui aussi très fortement ciblé comme étant lieu de radicalisation, etc., voilà, c'était aussi assez logique que l'éducation nationale se dise que sans doute il y avait dans les partages de responsabilités, et du fait de la présence de des services d'éducation nationale en détention, qui avait sans doute effectivement à renforcer le message autour de la prise en charge de ces publics. Voilà. C'était juste les ressources, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Excuse-moi. Donc la convention justice qui est en ligne sur le site du ministère de la Justice, et puis le bilan national de l'enseignement qui est, voilà, chaque année, je le faisais avec Jean-Luc avant qu'il ne m'abandonne, qui est le bilan, voilà, d'une année, fait chaque année de l'action des services d'enseignement.